décembre 1944. Le monde est encore en guerre et un seul homme dans la capitale de l'URSS tient tête à l'un des dictateurs les plus puissants de l'histoire. Ce soir-là, au Kremlin, Staline pose une condition, une seule, et sa réponse à lui, si elle avait été différente. Secret Zero Wars aurait peut-être changé le visage de l'Europe pour des décennies. Vous allez entendre l'histoire du bras de fer que Charles de Gaulle a livré à Moscou en décembre de 1944 et ça est origine à Kiktur Sochileis. Son amreur pèse fouche bats. Chisos a state tacheticheltstan en est en main dans l'échec pour le type pression, je jouais contre lui pour rester jusqu'à la fin. Ça va laisser une culture chaîne qui s'est déroulée dans le couloir du Kremlin à 4 heures du matin et je ne pas souvent à con. Tuakorai boitiere speed ars tankin sushisa ja raus subaus at chemin naomer yasa processer. Je suis bref à les récits d'histoire qui font vraiment réfléchir. Abonnez-vous à l'appel de la France. Chaque semaine, on va chercher les moments où la France a failli basculer et ceux où elle a tenu. La question centrale de ce récit est simple. De Gaulle allait-il plier? Et si vous patientez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi la réponse qu'il a donnée cette nuit-là résonne encore aujourd'hui. Revenons 4 mois en arrière. En août 1944, Paris est libéré. Les drapeaux français flottent à nouveau sur la capitale. Les images de la foule sur les Champs-Élysées font le tour du monde, mais derrière ces images de joie, la réalité politique est cruelle. La France est épuisée. 4 ans d'occupation ont ravagé le pays, l'économie en lambeaux, des millions de prisonniers de guerre encore retenus en Allemagne, l'armée reconstituée de briques et de brocs à partir des troupes de la France libre et des résistants. Et sur la scène internationale, la situation est presque humiliante. La France n'a pas été invitée à Téhéran en novembre 1943, où Roosevelt, Churchill et Staline ont dessiné les grandes lignes de l'après-guerre. Elle n'a pas été invitée à Bredeni Ains à European Awards en juillet 1944 où le nouvel ordre économique mondial a été décidé. Le débarquement en Normandie de juin 1944, opération qui s'est déroulée en France sur le Solchekondi français a été planifié sans que de Gaulle en connaisse les détails. Il est à l'avance. Roosevelt allait jusqu'à douter que de Gaulle représente vraiment les Français. Il avait envisagé de maintenir en France une administration militaire alliée comme dans un territoire ennemi occupé. Churchill le supportait à peine, oscillant entre la reconnaissance contrainte et l'irritation ouverte. De Gaulle, président du gouvernement provisoire depuis la libération, connaît exactement son problème. Il dirige une nation que les grands ne prennent pas au sérieux. Et il sait que cette situation doit changer avant la fin de la guerre, avant que les vainqueurs se partagent le monde dont Steganon, Lieutenant, Normandie, et à Saint-Anand-Turks, Sedetissin, Idao Or, Irftawis, Sanchzans, en Saint Gedenkchalech, à France, Trash et Ish. La table. Elle n'a pas beaucoup d'options. Washington, lui, est hostile. Londres joue un jeu ambigu. Reste Moscou. Staline, c'est une chose que De Gaulle comprend très tôt, à ses propres intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux des anglo-saxons. Si la France peut conclure une alliance bilatérale avec l'URSS, elle retrouve une partie de son poids diplomatique. Elle devient incontournable et de Gaulle décide d'y aller en personne. Pas un émissaire, pas un simple ministre, lui. Le 24 novembre 1944, sa délégation d'école du Bourget, avec dans ses rangs Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, le général Alphonse Juin et quelques conseillers triés sur le volet. Le voyage jusqu'à Moscou prend plus d'une semaine. Le train traverse les steppes de l'URSS, s'arrête à Stalingrad, là où les combats avaient été les plus violents 2 ans plus tôt. De Gaulle y remet à la municipalité une épée d'honneur apportée de France. Elle voit les ruines encore fumantes, les visages des survivants. Il comprend avec ses yeux ce que l'armée soviétique a subi. Cette visite préalable à Stalingrad n'est pas un détail. C'est un geste diplomatique en soi.
Le samedi 2 décembre 1944, à midi, le train entre en gare de Moscou. Sur le quai, Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline, entouré de commissaires du peuple, de généraux et du corps diplomatique au grand complet. Les hymnes retentissent. Un bataillon de cadets défile. À la sortie de la gare, une foule considérable attend. De Gaulle choisit de résider à l'ambassade de France. Un signal clair qu'il veut garder ses distances et négocier depuis sa propre maison. Ce soir même, il se rend au Kremlin pour la première rencontre. L'ascenseur monte jusqu'à un long couloir gardé de chaque côté par des Sao et Yisao so Shaudeso, Gao Seo et Amamasmo Maleo Mafia, Bishop avait oublié les artistes, la main chisnéo appelée le long du corps, les yeux fixés droits devant eux. Au bout, une pièce sobre, une grande table en bois sombre et Staline. De Gaulle le décrit dans ses mémoires Viminor avec une précision presque clinique. Petit, compact, le teint jauni par des décennies de vie nocturne au Kremlin, les yeux qui jaugeaient avec une lenteur calculée, une pipe posée devant lui. Il parle lentement, choisit ses mots, laisse les silences Onisha s'installer. À côté de lui, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, carré, impassible, qui prendra des notes tout au long des échanges. L'interprète Jean Laloué, un jeune diplomate français, traduit en russe. De Gaulle a choisi de ne pas avoir d'interprète soviétique, une précaution supplémentaire pour contrôler exactement ce qui est dit. Les deux hommes s'assoient et la conversation commence. Staline parle de la guerre, de l'Allemagne, de l'avenir de l'Europe. Il est éloquent, mordant, précis. Il pose des questions sur la situation militaire en France, sur l'état de l'armée française, sur les intentions de Paris vis-à-vis des frontières allemandes après la victoire. Et De Gaulle répond avec la même méthode, en posant par des questions en retour, en mesurant chaque phrase. Les deux hommes se tassent, et chacun sait que l'autre n'est pas venu pin pour rien et que derrière les bonnes paroles, il y a une condition. Voilà la question que je vous pose parce que je nomme et juste et tu sais sur caché et challenge et so curieux ni famille de ce quel autre chef d'État français aimeriez-vous qu'on raconte dans ce genre de récit? Écrivez son nom en commentaire. Ça nous aide à choisir les prochains sujets et chaque commentaire compte pour pour le canal. La condition de Staline, elle arrive très vite. Pas le premier soir, mais dans les jours qui suivent, au fil des séances de négociation qui se succèdent au Kremlin. Le sujet qui obsède Staline, ce n'est pas l'Allemagne en premier lieu, c'est la Pologne. Depuis juillet 1944, un comité pro-soviétique s'est installé à Lublin, le comité polonais de libération nationale, soutenu et financé par Moscou. Pour Staline, ce comité doit devenir le gouvernement officiel de la Pologne libérée, pas le gouvernement polonais en exil à Londres, fidèle aux démocraties occidentales. Le comité de Lublin, les siens. Et il veut que la France le reconnaisse officiellement. C'est le prix du traité franco-soviétique. De Gaulle écoute. Il ne dit pas non immédiatement, mais il réfléchit vite. Reconnaître le comité de Lublin, c'est abandonner le gouvernement polonais légitime en exil, celui avec lequel la France libre avait combattu depuis 1940. Et c'est s'aligner sur la politique soviétique en Europe de l'Est, cautionner de facto une satellisation de la Pologne et surtout, et De Gaulle le sait, c'est donner à Staline un avantage diplomatique considérable sans rien recevoir en échange qui soit vraiment concret. Bowie City labus conturgais dies samnikage, suis tien ent avion onias sejion, servitin brema fient sa adinsen owa is severfristi et Staline ne gronde pas. Il argumente. Il dit que la Pologne a toujours servi de couloir aux Allemands pour attaquer la Russie, que ce couloir doit être refermé et que le comité de Lublin est le seul représentant réel de ça de stad, d'être sias en travesbo à Polen sur des choins, en sienne au poilekir, bari en d'aller à l'entendre, rapporte De Gaulle, dans ses mémoires, on sentait que la Pologne était l'objet principal de sa passion et le centre de toute sa politique. De Gaulle refuse, pas en criant,
chance cheese o white popram sa, chidon jauch ning chak jorwers ars et jazz. Cyrus, sans ses noms, il a porté son titre en public. Versailles refuse calmement en ses comédiens, expliquant que la France ne peut pas reconnaître un gouvernement dont il ne connaît pas encore l'orientation réelle et que la question polonaise appartient à la décision de tous les alliés réunis passe à une négociation bilatérale. Staline paraît irrité, mais accepte de continuer à parler. La délégation française rentre à l'ambassade ce soir-là avec une certitude. Les négociations sont en danger. Bidault s'inquiète. Plusieurs conseillers pensent qu'il faudra peut-être céder sur un point pour sauver l'essentiel. C'est à ce moment précis qu'un coup de théâtre vient compliquer encore les choses. Un télégramme de Churchill arrive à Moscou adressé à Staline. Churchill y propose, lui, une alliance tripartite entre l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Pour lui, c'est une idée stratégique pour encadrer le poids français dans le nouveau système européen. Mais Staline voit autre chose. Il voit un levier. Si Moscou préfère l'alliance tripartite à l'alliance bilatérale franco-soviétique, cela signifie que De Gaulle ne peut pas avoir ce qu'il est venu chercher, une reconnaissance de la France comme puissance indépendante qui traite directement d'égal à égal avec l'URSS. Le bilatéral, c'est la dignité. Le tripartite, c'est revenir dans l'ombre de Churchill. Molotov transmet la nouvelle proposition soviétique à la délégation française. Bidault, gêné, hésite. Il remonte au Kremlin pour vérifier s'il a bien compris les termes. Il rentre consulter De Gaulle. L'atmosphère, ce soir-là, à l'ambassade de France, est lourde. Si cette histoire vous captive et que vous ne voulez pas en manquer d'autres, comme celle Yaoula, abonnez-vous maintenant à l'appel de la France. Le bouton est juste en dessous. Il y a des dizaines d'histoires comme celle-ci qui attendent d'être racontées. De Gaulle convoque l'ambassadeur soviétique Bogomolov à l'ambassade. Bogomolov et lui dit non. Non à l'alliance tripartite, non à la manœuvre de contournement. La France est venue pour un traité bilatéral franco-soviétique d'égal à égal, pas pour un arrangement à trois dans lequel elle aurait moins de poids. Bogomolov repart. Côté soviétique, on note la fermeté du français, mais l'affaire polonaise reste entière. Les jours suivants sont épuisants. La délégation française est emmenée visiter des expositions militaires, des centaines de blindés et d'avions capturés aux Allemands exposés sur un terrain près de la Moskova, assister à des spectacles de chants et de danse folkloriques à la maison de l'Armée rouge, parcourir les salles du Bolchoï. Molotov fait le guide avec une politesse impeccable. De Gaulle participe, regarde, sourit au moment approprié. Le 4 décembre, il a il visite une petite exposition des prises de corps de guerre. Il signe le livre Warrior d'or. Il dépose les bonnes questions. Alors, à l'extérieur, la vallée est figée dans un froid sec de décembre. Les rues ont balayé par un vent qui vient de la steppe. Moscou, en 1944, porte encore les traces d'une guerre qui dure depuis 3 ans sur le sol soviétique. Des façades noircies, des fenêtres et murées, des uniformes partout. Mais dans les couloirs, du coup, tout se passe dans le visage live, registre du cérémonial parfait, comme si le monde extérieur n'existait pas. Dans les coulisses, les négociations piétinent. Staline ne lâche pas sur la Pologne. De Gaulle ne cède pas. Et le temps passe pas en presto. Au bout d'un moment, sien de restais, chirister, becho, gaornjakate, oma, au bout d'offices, or, wenko, en spy, courche, kedi, as, saigahai, enin au côte du bassin, de Darossidon et Rowatch, au repardis le 10 décembre. On est le 8. Il n'y a pas de traité. Le 9 décembre, la délégation française pense que tout est perdu. Bidault est revenu une nouvelle fois au Kremlin voir Molotov pour explorer si une formulation alternative était possible. Les deux hommes sont retrouvés face à face dans le bureau du ministre soviétique et ont tourné autour du même nœud, la Pologne. Et Bidault est laissé entendre à titre personnel que De Gaulle pourrait peut-être recevoir des représentants du comité de Lublin qui se trouvait à Moscou ce soir-là. Un geste informel, pas une reconnaissance, juste une rencontre. Molotov a semblé intéressé. Les représentants
représentants de Lublin, Bolesław Bierut et Edward Ossopka-Morawski, ont même débarqué à l'ambassade de France sans prévenir, espérant forcer la main. De Gaulle les a renvoyés. Il ne les a pas reçus, ce qui l'aurait mis en porte-à-faux vis-à-vis des Polonais de Londres et qui lui aurait coûté plus que ce que ça lui aurait rapporté. Les Soviétes la soviétique, propose un compromis indirect formulé dans le brouillard diplomatique habituel du Kremlin. La France ne reconnaîtra pas officiellement le comité de Lublin, mais elle acceptera d'envoyer un représentant non officiel à Varsovie, un délégué de fait, pas un ambassadeur. Et fin décembre, un communiqué de presse discret paraîtrait en France mentionnant simplement l'arrivée de ce représentant à Varsovie. Rien de plus. De Gaulle réfléchit et jette un coup d'œil à ses conseillers. C'est un compromis bancal, ambigu, que les deux parties peuvent interpréter à leur avantage. Mais c'est aussi quelque chose avec lequel la France peut vivre sans avoir officiellement cédé sur le principal. Et le traité franco-soviétique, lui, est intact. De Gaulle accepte. Le 10 décembre 1944, dans la nuit, le traité d'alliance et d'assistance mutuelle entre la France et l'URSS est signé au Kremlin. C'est Bidault qui signe pour la France, Molotov pour l'URSS. VTI et en prédan quan en précia sans en des concessions du de spots. Staline et De Gaulle debout côte à côte. La cérémonie est austère, pas de fanfare, des stylos sur du papier, mais le poids du moment, tout le monde le sent. Ce qui se passe ensuite, personne ne l'oublie. Dans la délégation française, Staline demande qu'on serve un petit déjeuner à 4 heures du matin. Des tables sont dressées, la vodka circule. Et Staline, se penchant vers Molotov, glisse à mi-voix en russe. Et c'est « Aimé mon ami, sano ardao asiforisio ». Entendu en parlant de Bidault. Il a à tête roulée. Bidault, il t'a roulé, car, puis Sproiting Po, se retournant vers De Gaulle, avec l'air du beau joueur, il dit « Vous avez tenu bon, à la bonne initiative novateur, Izjemska quoi, awa yavche esh, wafuri, raik binip de tegaron, a sonen sagin silk stai koning sid, ilki sa sit gonis c'était ce qu'il veut, même s'ils n'ont pas dans mes vues. Et il va lever son masse vers Sirosa à la France, à l'amitié franco-soviétique, en ajoutant la France a des produits pas nouveaux maintenant, des chefs intraitables, raides, ne cédant pas. De Gaulle, lui, reste de marbre. Elle lève son verre. Deux hommes au sommet de leur art qui viennent de passer 8 nuits à se mesurer et qui savent exactement ce que chacun a gagné et ce que l'autre a évité de perdre. Ce que De Gaulle avait refusé à Staline, c'était la reconnaissance du comité de Lublin, c'est-à-dire cautionner la mise sous tutelle soviétique de la Pologne à la face du monde. Il avait refusé l'alliance tripartite qui aurait dilué le poids français et ramené Paris dans l'ombre de Londres, et elle avait obtenu un traité bilatéral, le signal que la France revenait dans le jeu des grandes puissances, pas comme un État assisté par les anglo-saxons, mais comme un acteur qui traite directement d'égal à égal. C'était symbolique, en partie, oui, mais en diplomatie, les symboles sont des réalités. La France de décembre 1944 n'avait pas d'armée atomique, pas de domination économique, pas de millions de soldats mobilisés. Elle avait un général qui refusait de plier et un traité signé avec la deuxième puissance militaire du monde. C'était déjà beaucoup. Le traité n'était pas parfait. Le compromis sur la Pologne était ambigu et la France reconnaîtra officiellement le gouvernement communiste polonais quelques mois plus tard, après Yalta, comme l'ont fait les Américains et les Britanniques. Mais en décembre 1944, De Gaulle avait tenu et Staline lui avait accordé à sa façon une forme de respect qu'il ne donnait pas facilement. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la solitude dans laquelle De Gaulle a opéré. Sa propre délégation hésitait. Bidault était prêt à des concessions plus larges. Gaston Palevski, le directeur de cabinet de De Gaulle, s'inquiétait lui aussi de les Américains n'étaient pas là pour l'épauler. Roosevelt, informé du voyage, avait fait savoir qu'il désapprouvait cette initiative et Staline avait
Liuchenlaustan Salarschauer som Brockschnadler Trauit, l'expression soviétique n'est délai calculée actually proposition alternative sortant à la dernière minute, représentant de Lublin qui débarque en haute Saint-Nichon va en prévenir à l'ambassade de France, manœuvre Paki, Soundtown, Cheeseo Sour, Neri, Lairon et Kekiner and Sausante, Sa Pumpo, Sa So, Inzasa de Manchins, Sa Suer, Waro. Entière passée sur un dé dans des spectacles imposés pour réduire le temps disponible pour négocier, des banquets interminables où les toasts s'enchaînent et où la vodka coule, une technique rodée du Kremlin pour forwarder de Fairbairn, Chebi Mans Pass, Wassin, Sabé Sherman, Jauli et Sherbivini Regini G, si le soleil pécoragilance des délégations étrangères. Et de Gaulle ne boit presque pas. Il observe et il tient. Ce n'est pas du tableau entêtement, c'est du calcul. De Gaulle sait que s'il cède sur la Pologne, elle aura un traité. Mais un traité au prix d'une compromission que les Polonais et les Britanniques lui reprocheront pendant des années. Et il sait aussi que la valeur du traité franco-soviétique tient précisément à la façon dont elle a été négociée. Un traité arraché sous pression n'a pas le même poids qu'un traité conclu entre deux parties qui se respectent. Staline, à sa façon, avait compris ça aussi. C'est pour ça qu'à la fin, il a cédé sur le principal, la Pologne, et qu'il a levé son verre à la France avec ce que certains pourraient s'appeler, pour un homme comme lui, de l'admiration sincère. Quand la délégation française repart de Moscou le 10 décembre au soir, de Gaulle remonte dans le train avec un traité en poche, une Pologne qu'il n'a pas officiellement sacrifiée et une chose plus difficile à mesurer, mais peut-être plus précieuse encore, la réputation d'un homme qu'on ne roule pas facilement. Le voyage retour dure plusieurs jours. Pendant que chance les Jabrodan tries Ulrich Schocho Propipi is what come out when so right in the corridors given to me first level so much we so I could even down as I shams it was away oh in source I for no I met them you did real this fix Mars and house or it was d'un occupant venait de conclure une alliance bilatérale avec l'URSS. Dans les mois qui suivent, quand Yalta se prépare en février 1945, quand les grandes puissances dessinent le futur de l'Europe autour d'une table en Crimée, la France obtient une zone d'occupation en Allemagne, un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies qui est en train de se créer. Pas parce que Roosevelt l'avait voulu, il ne l'avait pas voulu. Pas parce que Churchill avait plaidé pour Paris, pas vraiment non plus, mais parce qu'il devenait difficile d'ignorer un pays qui venait de signer un traité avec l'URSS et dont le chef avait tenu tête à Staline 8 jours durant dans sa propre maison sans flancher. L'histoire de Moscou en décembre 1944 n'est pas seulement l'histoire d'un accord diplomatique, c'est l'histoire d'un homme qui a compris que dans les grandes négociations, l'attitude est une politique, qu'on peut être petit et se tenir droit, et que parfois, dire non est c'est la seule manière de s'acheter qui kada qui c'est dans un joint dans Pierre et que si ne sorti intéressé écrivez-nous dans les commentaires quel est le moment de l'histoire française aimeriez-vous qu'on explore et la prochaine fois une bataille une crise des chinstis as akizasich as un yadans chonke 5 kwash aik chao titules uchio et jit chanandak sahansen et non jodi seyekes on lit tout. C'est souvent là qu'on trouve les meilleures idées. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'Appel de la France, c'est le moment. On revient chaque semaine avec des histoires comme Edin Semsel o Essay and Laue Schossarweich Sterne den Dish Yater and in im Mai Mestans Yau Tsuru aurait pu basculer autrement.